Salut à tous, bienvenue dans le dernier épisode de la série sur le polyamour et les relations amoureuses. Aujourd'hui nous recevons Camille Moreau qui est une chercheuse sur l'érotisme et les relations plurielles et le polyamour. Elle a accepté de répondre à nos questions et d'ailleurs aujourd'hui on va se demander dans cette vidéo si les conceptions que l'on a de l'amour elles sont influencées par la fiction, par la littérature et le cinéma. D'ailleurs, elle va publier un manifeste d'érotologie le 8 mars aux éditions MBE, donc si ça vous intéresse, si l'interview vous intéresse, n'hésitez pas à aller acheter son livre. En fait, dans votre article, vous parlez du secret, et ma question c'était, est-ce que le secret est indispensable, est indispensable dans les amours pluriels? Euh, en fait, je pense que ça dépend, bien sûr, des individus et des relations que les gens entretiennent entre eux. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la société dans laquelle on vit, où la normativité a une place assez grande, où on a quand même une société qui est globalement basée sur le couple nucléaire, c'est-à-dire de deux personnes, le secret, ça peut être une bonne solution pour vivre en liberté, en fait, sans avoir à se préoccuper des diverses forces qui peuvent venir essayer d'intégrer le couple lui-même et le pousser vers l'une ou l'autre direction qui sera pas ce que eux-mêmes veulent, en fait. Donc c'est une solution possible pour vivre donc des amours inclusives, plurielles, mais c'est pas forcément la seule ou la bonne solution, mais c'est une solution possible, oui, c'est sûr. D'accord. Et que pensez-vous des couples polis? Comment ils arrivent à durer selon vous? Euh, Il y a, comment dire, le polyamour, déjà, le terme en soi est assez, donc c'est un terme qui est nouveau, qu'on a vu apparaître beaucoup dans les médias, dans les discussions ces derniers temps, mais qui est, à mon avis, encore à définir. Parce que ne serait-ce que le terme d'amour en français, ou même dans les langues européennes, on a un mot pour dire amour. Mais ça peut concerner l'amour filial, l'amour entre les amis, l'amour charnel, l'amour entre deux personnes mariées, etc. Les Grecs, eux, ils avaient 4 ou 5 mots. Il y a épithumia qui est le désir, il y a philia qui est l'amitié, il y a storge qui est l'amour filial, etc. J'en oublie. Agapé qui est l'amour de charité, etc. Donc nous, quand on dit polyamour, on ne sait pas exactement de quoi on parle, et c'est peut-être pour ça que c'est assez confondant pour les gens, c'est qu'ils peuvent se trouver un peu perdus face à ça. En général, j'ai l'impression qu'on entend par polyamour, c'est un couple qui donc se définit toujours par cette nucléarité des couples qu'on a l'habitude de voir depuis toujours, mais qui l'ouvre avec donc en formant une sorte de micro-société où chacun a possiblement forme plusieurs noyaux amoureux avec donc d'autres personnes. Voilà. Alors, pourquoi ça peut fonctionner? Tout simplement parce qu'effectivement, on est tous capables, on le sait, énormément de sentiments amoureux, de tout genre de sentiments amoureux partagés. C'est-à-dire que ça fait longtemps que l'on sait que, par exemple, le désir peut être s'exprimer envers plusieurs personnes. C'est même la base de la jalousie, en fait. On sait très bien que le désir pour plusieurs personnes existe. On sait aussi très bien, par exemple, que l'amour pour les enfants aussi se multiplie. C'est-à-dire qu'on a plusieurs enfants, on les aime normalement pareil. Voilà. Donc, a priori, on est tous capables d'aimer à différents endroits, à différents moments, etc. dans la vie. Pourquoi ça paraît problématique d'être polyamoureux, c'est-à-dire d'avoir plusieurs couples, entre guillemets, c'est que ça fait longtemps que comment dire, que l'amour en termes de construction sociale est vu comme le couple et c'est tout. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'il y a la littérature qui a partagé, la littérature, la fiction, qui a partagé cette image depuis toujours, en fait. Et l'autre, dans ce contexte, il n'est accepté que sous forme de maîtresse ou amant, c'est-à-dire d'une tierce personne qui vient et qui ponctuellement ne peut pas être là.
Donc en fait, enfin qui peut pas être là tout le temps, qui est ponctuellement dans le couple qui vient, comment dire, un peu mettre en péril celui-ci qui existe, qui est bel et bien une autre personne auquel on peut ressentir des sentiments, des émotions, du désir, mais qui n'est pas à l'intérieur du couple. Le fait que les gens qui vivent des relations qu'on appelle polyamoureuses, c'est-à-dire polynucléaires en fait, arrivent à durer longtemps, pour moi, c'est parce que c'est des gens qui se posent des questions très profondes et de manière très intime sur ce que c'est que le sentiment amoureux et sa place dans la société. Donc, pour ceux qui le font avec une vraie volonté de réflexion sur le sentiment amoureux, effectivement, ça peut leur donner une grande force parce qu'ils y réfléchissent peut-être plus que d'autres personnes qui se cantonnent au modèle, on va dire, classique. Voilà. Pour moi, c'est une de leurs forces et du fait que ça peut durer effectivement très longtemps. C'est pour ça, c'est parce qu'ils peut-être ils réfléchissent plus que d'autres personnes. Voilà. Ok, d'accord. Et vous pensez qu'il y a toujours un couple à la base des polyamoureux ou il peut y avoir plusieurs personnes? Ça, et là, pour le coup, je vais revenir sur l'idée que c'est la fiction et la littérature, puis ensuite le cinéma, qui créent notre manière de nous comporter amoureusement, ou comment dire, qui édicte les normes. En fait, ça fait longtemps que les histoires que l'on raconte, les histoires d'amour depuis Tristan et Iseult, de Roméo et Juliette, Don Juan, etc., il y a toujours, quand c'est des histoires d'amour de longue durée, on va peut-être mettre Don Juan à part, mais il y a toujours cette rencontre d'élection, en fait. Donc on choisit une personne. Pour le sentiment amoureux en Occident, c'est très lié à cette idée d'élection, c'est-à-dire que l'autre, je le choisis, et pour choisir, c'est parmi une multitude de gens, donc c'est vraiment un choix. Donc cette personne-là, c'est celle avec qui j'ai envie de créer cette chose qu'on appelle couple, en fait. L'idée de polyamour, comme elle est assez neuve, elle vient souvent de gens qui aussi peut-être parce que maintenant la durée de vie s'est allongée et que on passe beaucoup plus de temps en couple que nos grands-parents, etc. Et aussi qu'on a le plus de choix. Grâce à ça, on commence peut-être par une relation et ensuite, en s'interrogeant dessus, on se rend compte que on pourrait aussi aimer là ou ailleurs ou encore là-bas, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que peut se construire un dialogue à l'intérieur du couple, mais qui est déjà fait pour savoir si, oui ou non, est-ce qu'on va accepter que l'autre ait des relations que lui-même appelle amoureuses avec une autre personne, etc. Donc, ça part, je pense, pour beaucoup de gens, d'un couple en soi. Mais ça peut... Je réfléchis en même temps que je parle, hein, mais c'est vrai qu'il y a une manière aussi peut-être plus organique aujourd'hui que ces relations se font, se créent, se nouent. C'est-à-dire qu'on rencontre plusieurs personnes et qu'on décide au bout d'un moment d'être en couple avec non pas une seule, mais 2 ou 3 de ces personnes qu'on a rencontrées. Mais pour moi, il y a vraiment cette logique d'élection qui rentre un peu en conflit avec l'idée de polyamour et logique d'élection qui vient de notre culture, en fait, et qu'on a beaucoup de mal à remettre en question. Est-ce que ça peut se faire autrement? Je pense, mais on a des schémas qui sont gravés profondément en nous à cause de tous ces récits qu'on entend et qui nous forgent, même malgré nous, même si c'est pas ça qu'on veut, et c'est quand même ce qu'on nous a appris, et c'est comme ça qu'on apprend les sentiments, en fait, par les fictions avant de les vivre, etc. Donc, pour que le polyamour devienne quelque chose, comment dire, de plus globalement partagé, il faudrait qu'il y ait énormément de fiction et de mythes qui les mettent en scène, en fait. Et pour le moment, c'est pas encore le cas. Et donc, le couple, c'est une construction sociale? Oui, complètement.
Complètement. Il n'y a pas de raison scientifique qui nous demande d'être uniquement deux personnes. Bien sûr, c'est une construction sociale, économique, et j'irai même plus loin en disant que le couple vraiment nucléaire dont on a parlé au début, il est très récent en fait. Il date ou je veux dire exclusif. Le couple exclusif nucléaire de deux personnes, machin, il est vraiment, cette idée, elle date du 19e siècle à peu près. Avant, il y a eu plein de moments dans l'histoire où on autorisait, bon évidemment les hommes avaient l'autorisation d'aller voir ailleurs depuis toujours, mais il y a même eu des moments dans l'histoire où les femmes avaient absolument le droit, même à l'Antiquité où par exemple la lesbianité était encouragée pour les femmes mariées, ou au Moyen-Âge où on autorisait, ou comment dire, il y avait cette histoire d'amour courtois où la femme mariée d'un seigneur pouvait avoir un galant qui lui faisait la cour toute sa vie et qui était une sorte de deuxième amoureux, même si c'était platonique. Enfin, il y a eu plein de moments dans l'histoire où c'était parfaitement toléré et acceptable qu'on ait plusieurs formes amoureuses dans notre vie en même temps. Le 19e siècle a remis avec l'idée qui vient des romantiques justement que l'amour devrait être quelque chose, une grande passion qui emporte tout notre être et qui du coup ne laisse pas de place pour autre chose, donc du coup ne pourrait comment dire, ne se diriger que vers une seule personne, puisque c'est tout notre être, ça peut pas être divisé en plusieurs flux en fait, en quelque sorte. Et donc à partir de là, on a inventé le mariage d'amour, et à partir du mariage d'amour et de toutes ces idées est venue l'idée que si je te trompe, c'est que je ne t'aime pas, ou que je ne t'aime plus, ou qu'il y a un problème, ou que nous avons échoué dans notre histoire. On voit là bien encore là aussi la force de la fiction là-dedans, c'est qu'on dit qu'on vit des histoires ou des aventures, mais c'est toujours une narrativité en fait. Je sais plus ce que je disais. Et oui, donc l'histoire nous a prouvé qu'on a souvent pu accepter que les amours soient pluriels, et c'est vraiment quelque chose de très récent qui est effectivement complètement une construction sociale en fait, et qui est aussi liée à la logique de marché, au fait qu'il faille garder les biens communs dans la famille, c'est-à-dire que les enfants soient élevés par des personnes identifiées, qu'on sache d'où viennent les enfants pour pouvoir leur transmettre, etc. Donc effectivement, c'est une construction sociale totale, qui a été essayée d'être remise en cause plusieurs fois, même depuis le 19e siècle, mais pour le moment, on a encore du mal à s'en détacher. Avant cette construction sociale, avant le 19e siècle, comment était perçu l'amour alors? Mais justement, je pense que c'est vraiment une question de vocabulaire où effectivement, par exemple, il y avait au XVIIe siècle quelque chose que les femmes appelaient leur bonne amie. Donc c'était un ami, c'était pas le mari ou c'était pas l'amour, etc. Et c'était une sorte de, comment dire, c'est toujours dans les classes un peu supérieures de la société. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qui se passait dans les classes en dessous parce qu'il y a moins de documentation, moins d'écrits, moins de littérature justement qui est produite sur les classes moyennes et les classes dominées, on va dire. Mais pour ce qui est des classes supérieures, au XVIIe, XVIIIe siècle, donc quand monsieur était marié, il laissait souvent un jeune homme ou un ami de la famille devenir le bon ami de sa femme, c'est-à-dire qu'il l'accompagnait partout, et il y avait une certaine tolérance envers comment dire, par exemple des rencontres un peu érotiques entre eux, ou etc. Mais on parlait d'amis en fait. Donc pour moi, c'est vraiment une question de vocabulaire, et c'est l'histoire de la passion qui est apparue au XIXe siècle avec tout son vocabulaire, avec la glorification de la virginité aussi, etc., qui est venue. On a peut-être donné une signification au mot amour qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, aussi intense, aussi exclusive en fait, depuis cette époque-là. Je pense qu'avant, c'était pas forcément le cas. On avait d'autres termes qu'on pouvait utiliser. Bon, évidemment, l'exemple, c'est assez lointain, mais le plus fort, c'est celui des Grecs, qui ont 5 ou 6 mots pour désigner des choses différentes. Et donc, ça donne la possibilité de vivre toutes ces choses différentes parce qu'on a tous ces mots. Donc, le fait que polyamour devienne un nouveau mot
dans le vocabulaire, etc., qu'on utilise, c'est un signe de modification des comportements. Voilà. Après, il faut que ça dure, parce qu'il y a aussi le fait que les mots, comme on en utilise beaucoup à notre époque, peuvent disparaître, vont et viennent un peu au hasard, mais pour moi, c'est un signe que quelque chose est en train de changer par rapport à ça. Voilà. Et est-ce que vous pensez que nos relations amoureuses aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas parce que, on a tout ce mélange de, l'exclusivité, du 19e siècle, tout ça, et ça impacte nos relations amoureuses aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est exactement ça, on assiste à... Il y a beaucoup de livres qui paraissent sur la crise du couple, la crise de l'amour, etc. Et je pense que c'est lié à ce que je disais plus tôt, que on a encore comment dire, toute l'influence de toutes les fictions, de tous les mythes amoureux qu'on connaît depuis les débuts de l'humanité, avec cette image de l'amour entre deux personnes seulement, etc. Et on est en train de vouloir changer les choses, tout simplement parce que on vit plus de la même manière. En fait, si on y réfléchit, on est tous polygames dans la temporalité maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus la nécessité de rencontrer une personne et de se fixer avec elle. Le progrès social et les progrès scientifiques, notamment avec le contrôle des naissances, les contrôles des maladies sexuellement transmissibles, ont fait qu'aujourd'hui, on a le choix et on peut prendre notre temps pour retrouver quelqu'un, ou peut-être même décider de jamais le faire et juste consacrer sa vie à rencontrer des gens. Donc ça, c'est ce qui est possible maintenant. Mais on a tout ce bagage de fiction qui sont basés donc soit sur le couple, soit sur le couple adultère. Donc c'est soit deux, soit trois, mais avec un troisième qui est un peu en dehors, qui est un peu satellite du couple en fait. Et à mon avis, c'est ça qui crée une espèce de schizophrénie où on a énormément de mal à concilier la réalité de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Que rien ne nous oblige à être en couple à deux personnes si on n'a pas envie. Il n'y a aucune contrainte politique, morale ou scientifique ou médicale qui nous oblige à ça, en fait. Mais il y a tout cet appareil fictionnel qui est là où on apprend les sentiments, qui vient jouer et se mettre en conflit avec ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une friction peut-être et une sorte de crise, effectivement, qui se passe aujourd'hui. Et pour la régler, une des solutions serait qu'il y ait énormément, comme je disais, de fiction où on représente des gens polyamoureux qui soient dans le monde, qu'on puisse consommer des fictions, quelle que soit leur forme littéraire ou cinématographique, ou sous forme de séries, ou même de... Je ne sais pas, mais où cette narrativité, elle soit déjà dans le monde et qu'on puisse s'y référer, en fait. Et est-ce que vous pensez que ça crée des troubles psychologiques, tout ce problème avec le couple aujourd'hui? Est-ce que c'est plus grand pour les individus qu'il y ait des troubles psychologiques ou pas? Bah, à cause de cette fracture entre effectivement l'ancien monde qui est toujours présent en nous sous forme de résidus d'histoire et la différence avec ça et la réalité, je pense que ça peut être assez douloureux, oui, effectivement, pour plein de gens, et ça peut créer des impressions de dissociation, en fait, ou des grandes confusions. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus ce qui est bien ou mal. C'est très compliqué. Je pense que ça peut créer énormément de souffrance, oui, chez les gens. Ouais. Je pense que oui. Après, je ne suis pas psychanalyste et ni spécialiste en psychologie, mais je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de dangereux, ou en tout cas de malheureux dans cette schizophrénie, un petit peu. Voilà. Et donc, le polyamour, est-ce que ça serait la solution pour, par rapport aux problèmes qu'il y a dans le couple? Ça, je sais pas du tout. Je pense que la solution, ce serait d'offrir aux gens la possibilité de vivre comme ils l'entendent, mais que ce soit pas non plus une nouvelle injonction. C'est-à-dire il y a forcément des gens qui ont envie de continuer à vivre dans la fiction de deux êtres se rencontrent et ne se quittent jamais. Et il y en a d'autres qui ont absolument envie de s'en détacher. Je pense que ce qui serait sain, ce serait de dire que tout existe,
que tout est possible, que rien n'empêche chacun de vivre ce qu'il a envie de vivre à partir du moment où le consentement est là, en fait. Je pense que la seule chose à apprendre aux gens, c'est la communication et le consentement. C'est vraiment les deux seules choses qui sont très importantes et qui sont immuables dans les relations amoureuses, érotiques, quelles qu'elles soient. C'est ces deux instances-là. Le polyamour, pour tout le monde, je pense pas que ce soit une solution en soi parce que c'est pas forcément, comment dire, ça crée d'autres problèmes et là il faudrait réinventer totalement une société. Mais faire en sorte que ce soit plus accepté et que du coup certaines personnes qui ont envie d'y aller ou d'aller voir ce que ça donne puissent y aller sans se sentir restreint, ça ce serait une bonne solution en effet. Et quels sont les problèmes que crée le polyamour? Je pense que à force, enfin, c'est peut-être toujours une question de la place dans la société, mais pour le moment, c'est difficilement compréhensible. Et après, c'est déjà très compliqué d'être proche, très intime avec quelqu'un. Même une seule personne, c'est très compliqué. On met parfois toute sa vie à comprendre son partenaire ou sa partenaire, à savoir d'où il vient, quelles sont ses manières d'aimer, etc. C'est quelque chose qui prend énormément de temps et qu'il faut avoir la patience de faire en fait. Et quand on a plusieurs relations et qu'on veut les maintenir avec la même intensité, parce que c'est ça, il y a cette idée dans le polyamour qu'on veut plusieurs personnes, mais on veut les aimer aussi fort que si on n'en aimait qu'une seule. Ce qui est, donc je viens de le dire, parfaitement possible, mais qui demande une énergie et une intention décuplée. Donc ça peut être assez épuisant en fait. Ça peut nous vider de nos forces. Mais l'inverse peut être vrai aussi. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être amoureux intensément de plusieurs personnes. Ça peut parfaitement nous élever comment dire, nous rendre meilleurs en tant qu'individus. Mais c'est quelque chose qui, encore une fois, demande énormément d'attention et d'énergie, en fait. C'est pas, ça ne se fait pas à la légère, je pense. Sinon, c'est ce qu'on appelle, c'est pas un terme négatif, hein, mais c'est ce qu'on appelle du libertinage, c'est-à-dire que on va butiner là ou là le plaisir qu'on veut prendre, l'amour qu'on veut prendre, mais c'est une démarche égoïste. Si on veut vraiment parler de polyamour dans le sens de tous les sens de amour, c'est-à-dire tous les termes grecs, donc aussi la charité, c'est l'amour désintéressé, aussi le désir, etc. Ça demande énormément de temps, énormément d'organisation, parce que les journées ne sont pas extensibles. Quand on a plusieurs amoureux ou plusieurs amoureuses, il faut pouvoir faire de la place à chacun, il faut pouvoir avoir un dialogue avec chacun, et c'est assez complexe. Voilà. Après, il y a aussi le fait qu'on n'a jamais vraiment appris à faire ça en tant qu'humanité, en fait. Donc à voir. Mais je pense que c'est compliqué de la même manière qu'être avec une personne est compliqué, en fait. C'est toujours... Et l'érotisme, c'est ce que Bataille dit, il dit que ça met en nous en jeu les problèmes en fait. C'est ce qui révèle en nous la problématique humaine. Donc c'est normal que ce soit compliqué, quelle que soit la forme en fait. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que l'on devrait changer les lois par rapport au polyamour? Les lois, c'est-à-dire la Heu, législation, qu'on puisse se mmh marier par exemple à plusieurs personnes ou... Voilà, c'est Euh, est-ce qu'on devrait le faire? Je sais pas. Est-ce que c'est possible? C'est encore une autre question. On va prendre l'exemple du mariage, par exemple. Euh, je pense qu'on en est très loin, hein, mais il y a aussi des questions de paternité, parce qu'on est vraiment dans un système légal où la transmission des biens et la transmission du nom, transmission de plein de choses se fait par la filiation dont on veut connaître exactement les tenants, les aboutissants. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand quelqu'un découvre que son père n'est pas son père, par exemple, c'est tout un drame, alors que c'est la personne qui l'a élevé toute sa vie. Enfin, par exemple. Voilà, donc c'est bien la preuve que c'est quelque chose de très important pour la société actuelle et depuis longtemps et depuis toujours, c'est que la transmission se fait par le nom en fait et par la preuve de parentalité. Donc si on imagine, on va dire un couple qui vit à trois et avec une femme et qu'un enfant naît,
légalement, ça va être très difficile de faire accepter qu'il a effectivement 3 parents en fait, 2 pères et une mère. Ça va être très difficile parce que la société demande à ce qu'on sache exactement à qui revient voilà, quelle est la filiation, et il y a plein de lois qui sont faites à propos de ça. Donc effectivement, si on voulait changer les mentalités, changer les lois serait nécessaire, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que juste des lois. Il faudrait changer toute la manière de fonctionner. Après, qu'on puisse se marier avec plusieurs personnes, qui est autre chose, on le fait au long de nos vies. C'est-à-dire que le divorce existe et le remariage est autorisé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'être marié effectivement avec plusieurs personnes en même temps ? Ouais, je pense que là, c'est encore une question de logique de marché et de capitalisme, en fait. Parce que c'est pareil, les biens sont communs quand on est marié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir des biens en commun avec 3 personnes? Et là, on passe dans c'est une toute autre discussion sur qu'est-ce qu'une société et qu'est-ce que c'est que la propriété, etc. Ça touche à des choses qui sont très complexes, c'est vrai. Ah. D'accord. J'ai une question. Est-ce que vous avez entendu parler du sentiment de compersion? Non, je ne connais pas ce terme. En fait, il a été inventé il n'y a pas très longtemps dans une communauté hippie de San Francisco, et en fait, cela veut dire se réjouir du bonheur de l'autre. D'accord. Et c'était pour vous demander si est-ce que le polyamour se rapproche plus de l'amour, parce que du coup, il n'y a pas cette notion d'exclusivité et on laisse l'individu libre. Et donc, comme on se réjouit du bonheur de l'autre, est-ce que c'est plus de l'amour que l'amour exclusif? Je pense que... Alors, je vais noter le terme de conversion parce que c'est effectivement très intéressant. On va dire que j'ai l'impression que le terme, enfin la posture polyamoureuse, elle rassemble plus de significations du terme amour que le couple ne le fait. Donc peut-être qu'on retrouve dans l'idée polyamoureuse, dans cette attitude, peut-être qu'on retrouve à nouveau l'idée d'agapé, qui est la charité. Donc c'est l'amour désintéressé qui avait un peu disparu de l'idée d'amour, on va dire, enfin du terme français. Voilà. Peut-être que effectivement on gagne ça. C'est une bonne manière de voir ça. Peut-être que le polyamour remet en question le terme d'amour pour le rapprocher et l'élargir et le rapprocher de ce que les Grecs appelaient Eros de manière globale. Ouais. C'est effectivement une bonne manière de voir ça. C'est vrai. Ouais. Après, est-ce qu'on perd des significations avec le polyamour? Peut-être qu'on perd un peu la storge, qui est l'amour filial, si on ne sait pas. Mais encore, ça, j'en suis pas sûre, parce qu'on a déjà vu des sociétés qui élèvent des enfants en commun sans savoir de qui ils sont. Donc, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que les polyamoureux remettent vraiment en question le terme d'amour, et que ce ne sont pas des profiteurs qui essayent de prendre le plus de plaisir possible. Je pense que c'est des vrais philosophes dans le sens où ils réfléchissent en réinventant des pratiques, en inventant ou réinventant des pratiques qui ne sont pas forcément bien vues ou pas forcément dominantes. Ils réinventent un terme. Et c'est le but de la philosophie, c'est de réfléchir sur ces pratiques pleinement et de les inclure dans une société. Donc peut-être que c'est ça, oui, en fait, au final. Et est-ce que vous pouvez rappeler les différents types d'amour qui existent, les différents types d'amour grecs? Oui, alors il y a la storge, qui est l'amour filial. Agapé, qui est l'amour désintéressé, donc que nous on rapproche de la charité, mais chez les Grecs c'est plus large que ça. Il y a la philia, qui est le sentiment de camaraderie, que nous on appelle amitié, mais qui est un sentiment d'appartenance, d'égalité en fait. Et il y a épithumia, qui est le désir et le désir de possession, de s'accaparer en fait. Voilà. Et tout ça,
tout ça. Il y a Eros, qui est un peu un terme à part, c'est-à-dire que Eros peut à la fois désigner tout ça ou quelque chose de complètement différent. Voilà, chez Platon, c'est le désir de se rapprocher de l'un de l'univers, et ça se fait par la rencontre avec l'autre. Mais donc c'est lié à l'amour, mais pas forcément. Enfin, plus les termes sont complexes, plus on a de palettes pour exprimer nos émotions et les ressentir, en fait, tout simplement. Voilà. D'accord, merci. Je vais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que l'amour est plus intense lorsque l'on n'a qu'une personne et que elle fait partie de nous, quoi? C'est vraiment l'exclusivité. Est-ce que ça devient plus intense quand il n'y a qu'elle que dans notre monde? Alors, phénoménologie, qui est le courant de pensée le plus important peut-être depuis le XXe siècle, qui commence à Husserl, donc c'est fin 19e, début 20e, et qui continue jusqu'aujourd'hui. En phénoménologie, aimer, c'est vraiment vouloir, c'est que l'autre devienne son monde et son tout. Donc, du coup, on comprend très mal, dans ce cas, comment il pourrait y avoir plusieurs mondes et plusieurs tout dans lesquels on serait nous-mêmes entièrement inclus. Donc, dans cette perspective, si on aime une seule personne, c'est notre tout, c'est notre monde, et du coup, effectivement, c'est de très grande intensité. Et il y a aussi tout simplement l'idée que, comme je disais tout à l'heure, connaître quelqu'un, l'aimer, c'est-à-dire l'aimer, ça veut dire le comprendre et l'accepter. Et ça demande énormément de temps et d'attention et de vraiment rencontrer la personne. Et je pense que dans les vies qui sont les nôtres, où on est accaparé par tellement de distractions et de choses qui veulent notre attention, réussir à faire ça, c'est assez unique et incroyable. Donc en cela, l'intensité, elle est là, c'est vrai. Mais là, on parle d'agapé, encore une fois, et on parle de philia. Mais en revanche, si on parle de épithumia, du désir et de passion et de sexualité, ça peut avoir l'effet inverse. On sait très bien que le désir se meurt un peu au fil des ans et que c'est normal et qu'il ne faut pas s'en inquiéter, etc. Mais dans ce cas-là, l'intensité, elle va peut-être un peu être mise à mal par l'exclusivité, en fait. Donc, encore une fois, ça dépend de quel type d'amour on parle. Et à l'inverse, dans le polyamour, l'intensité, elle est là à plusieurs niveaux, mais est-ce que c'est durable? S'il y a plein de questions, on est au tout début d'une recherche, en fait, avec ces choses-là, que maintenant on s'autorise et qu'on commence à voir de plus en plus, mais c'est comme si on était au début d'une recherche et il n'y a pas forcément de réponse bonne ou mauvaise pour le moment, c'est plus une expérimentation, je dirais. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que vous avez répondu à toutes mes questions. Ok, pas de problème. Je voulais remercier Isabelle Brouet, Aurélien Dedon, Virginie Lafarge et Camille Moreau pour leur participation à mon reportage. C'est super gentil et franchement merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi la série, d'avoir vraiment de suivre mes vidéos, c'est super gentil. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous si la chaîne vous intéresse. Je ferai d'autres vidéos plus tard, là pour l'instant j'ai pas de sujet en tête. Mais voilà, les Saint-Valentin. L'amour fait partie de la vie, c'est indissociable à la vie. Je suis persuadé que vivre sans amour, c'est impossible. Il y a un parallèle ou une antinomie entre l'amour et la haine. Je veux dire par là que l'amour est aussi fort que la haine. Et donc c'est dangereux, mais on ne peut pas vivre sans amour. Mais on doit vivre sans haine.